Robillard est né à Québec en 1949. C'est le deuxième enfant d'une famille de 4. Donc, il a 3 sœurs. Donc, il a été élevé vraiment à Québec, dans un quartier central. Et puis, par la suite, la famille a déménagé à Sillery, donc dans une maison de banlieue avec un beau jardin, une école à côté. Donc, un peu, moi, de mon point de vue, un milieu un peu idyllique. Il a fait des études au collège, je crois, c'est Saint-Charles-Garnier. Après ça, il a fait les beaux-arts. Très tôt, il a fait, entre autres, de la photographie. Il a fait un contrat, ça, qui m'a toujours impressionné quand je voyais les photos au Labrador. Je crois que c'est la construction d'une centrale à Churchill Farm. Et ça, les photos, ça m'a toujours marqué. Je trouvais ça très exotique. Puis c'était un monde où mon père, un peu jeune, arrive dans un monde d'ouvriers anglophones. Donc, vraiment un choc des cultures. Après ça, en fait, donc c'est ça. Je sais que dans les années 70, donc j'étais tout petit, il a travaillé dans un cégep au laboratoire de photographie. Et à travers toutes ces années-là, j'ai parlé de la photographie, mais il a fait beaucoup aussi de peinture. Mon père, c'est ça, donc, un côté artistique, avait fait un gros dessin de dinosaures dans mon mur de chambre. Évidemment, mon père est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. En fait, il avait dessiné un dinosaure mâle qui était attiré par un dinosaure femelle. Donc, avec le dessin, oui, pour enfants, mais avec une touche d'humour, disons que... Il a milité dans des groupes, je pense que ça s'appelait En Lutte. Je me rappelle quand j'étais petit, quand on était à Montréal, donc je sais que c'était peut-être pas Mon père était peut-être très amateur parce que moi, enfant, je le savais, mais je savais qu'il y avait des documents cachés dans les murs, par exemple. Moi, j'étais dans la jeune vingtaine, plutôt de gauche, mais j'avais pas été dans un groupe de gauche. Je pense que ce qui me marquait le plus, c'est, ça te marque, il te parle de son appartement puis qui cachait les documents. Surtout un gars aussi critique, un gars justement que tu peux pas endoctriner facilement, qui garde tout le temps son esprit d'une lucidité extraordinaire. Donc d'imaginer de l'autre dans un groupe de gauche, avec des règles très précises, j'étais un peu perplexe. Bonjour Claude. La revue S'en sortir, c'est l'organe officiel de l'Association des coopératives d'économie familiale et ça traite bien sûr de consommation. Oui, exactement. C'est que l'ACEF est une association de consommateurs qui donc reçoit des plaintes de consommateurs. Je l'ai connu donc à l'ACEF du centre de Montréal. L'ACEF avait fondé ce journal-là qui s'appelait S'en sortir. C'était de l'enquête journalistique, véritablement. On faisait des enquêtes journalistiques. Et ce que j'ai plus fait avec Claude, vraiment, c'est travailler à fabriquer un journal 6 mois par année, à écrire les articles, à faire de l'enquête journalistique, à développer des photos dans une chambre noire dans sa salle de bain. C'est ça qu'on faisait. On fabriquait vraiment le journal de A à Z. Puis quand je dis de A à Z, là, c'est vrai. Aux actualités, il sera question de l'Église de Scientologie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le plus grand coup, je dirais, c'est vraiment l'enquête sur la scientologie. On était très, très fiers de ça. Et on a fait plusieurs articles. On a été poursuivis pour 400 quelques millions. C'était un grand coup dans la mesure où on a mis en lumière ce qui se passait au Québec avec l'Église de Scientologie. Je pense que le mouvement était plus fort même à l'époque qu'aujourd'hui. Bonsoir. Des fidèles qui versent des milliers de dollars à leur Église peuvent-ils être considérés comme des consommateurs et poursuivre cette Église? Pourquoi la CEF a-t-elle décidé de s'impliquer dans ce dossier-là? La CIF, comme association de consommateurs, a reçu des plaintes de personnes qui avaient déboursé des sommes absolument énormes, qui dépassent 10, 15 et 20 000 dollars pour des cours suivis à l'Église de Scientologie. Alors, on a fait une petite enquête, comme il nous arrive assez souvent comme association. Donc, il y a eu l'enquête sur la Scientologie, puis après ça, il y a eu l'enquête sur différents cours de croissance personnelle. Et la CEF a créé un organisme
indépendants, mais qui étaient dans le même bureau à côté, une association sans but lucratif. Et c'était Lynn Beauchamp qui était là. On avait embauché Lynn Beauchamp. Claude, ça a été mon premier boss dans ma vie, puis mon deuxième amoureux. Ah, il y a des beaux yeux bleus. Toutes les filles vont vous le dire. Claude, c'est un mélange de très grande douceur, puis en même temps un côté volontaire, un côté, le côté rieur de Claude qui est toujours séduisant. Puis je vous le disais, moi je pense que sa force intellectuelle pour moi ça a été un des éléments qui ont fait partie de son charme qui m'a séduite à l'époque. Pour amour pour lui, à l'époque, j'ai accepté de cohabiter avec un rat. Parce que Seb était adolescent, le crâne rasé avec les Doc Martens. Et bien sûr, son animal de compagnie, c'était donc un rat qui s'appelait Vodka. Et le rat, un soir, est venu nous rejoindre dans notre lit. Et c'est la seule crise de nerfs de toute ma vie. Mais je pense que ça illustrait que j'ai vraiment été en amour avec Claude Robillard. J'ai fait de grandes choses pour lui. J'étais étudiante en maîtrise à l'Université de Montréal en psychologie et un emploi d'été, c'était d'aller être une observatrice enquêtrice. Il y en a qui diraient une espionne, mais on a fait une étude sur le terrain dans des centres de croissance personnelle. C'était avec la collaboration de l'Ordre des psychologues du Québec. Et après ça, au mois de septembre, Claude m'a offert de rester à l'emploi de la CEPCentre puis de fonder Infocroissance. Pour moi, ce qui était le plus frappant, c'est comment il avait 40 ans, Claude, à l'époque, ou presque, là. Pour Claude, donc, il était entouré beaucoup de jeunes, mais il y avait un climat de confiance qui était assez exceptionnel. Je suis allé le voir, jeune fringant, diplômé, je cherchais un stage, en fait. Je lui ai dit, bon, ben voilà, je cherche un stage en communication. Et je lui sortais un peu mon baratin habituel, du genre, et ça, il n'a jamais su. Lui dire, ben, moi, je pense que mes objectifs de stage et la mission de votre entreprise sont en parfaite adéquation. Et d'habitude, les gens font oui, oui. Et ça a été le premier à me dire, ah oui, en quoi? Et j'ai été capable de lui répondre, liberté de presse, protection de l'information, vraiment de journalisme, défendre la qualité du journalisme. Puis, quelques semaines après, j'ai été pris. Je me rappelle, pendant le stage, il m'avait envoyé à une salle de nouvelles qui n'était pas forcément d'accord avec la FPJQ. Moi, avec peu d'expérience, peut-être qu'il va pas assurer ou mal faire les choses. Non. Donc voilà. Ça fait confiance. Oui, énormément. J'ai pas peur du temps. J'ai grandi auprès de lui. Ça faisait déjà un certain nombre d'années qu'il était à la CEPCentre. Puis je pense que c'était bien sûr, à l'aube de la quarantaine, la volonté de monter une marche. Claude, à mon souvenir, en tout cas, aussi a été attiré par le défi intellectuel que ça représentait d'aller travailler à la FPJQ. Écoute, Claude, c'est la FPJQ. Alors, Claude est autant quelqu'un qui a les oreilles partout, qui peut savoir ce qui se passe dans le membership, qui peut savoir s'il y a une crise qui s'en vient. Il est très allumé sur ces choses-là. Très souvent, il nous disait d'avance ce qui pouvait arriver. En même temps, c'est la personne qui, lorsqu'il y a des questions qui touchent le métier, réagir à une décision de la Cour suprême qui nous touchait. Nous autres, on avait beaucoup, à ces années-là, des questions de vie privée qui prenaient le pas sur le droit du public à l'information. Parler à Claude de ça, en 5 minutes, on est capable de dire, ben voici où on veut aller, voici ce que la FPJQ doit dire, voici ce qu'on a déjà dit sur ce sujet-là. Il y a une mémoire complètement encyclopédique. Et tu es prêt à y aller tout de suite, parce que souvent, il faut réagir rapidement dans ces situations-là. Ça, pour réagir rapidement, Claude est tenace. Si tu n'étais pas là, comment pourrais-je vivre? On ne pourrait pas être président de la FPJQ s'il n'y avait pas quelqu'un comme Claude, parce que c'est trop demandant. C'est un travail passionnant, cela dit, mais c'est beaucoup de travail. Et grâce à Claude, on peut se permettre de le faire, parce que sans l'apport de quelqu'un comme Claude, je pense que ce serait impossible d'être à la fois un praticien de l'information, donc un journaliste en action, et président de la FPJQ. Claude, dans le fond, c'est un peu la mémoire vivante de la FPJQ. C'est un peu beaucoup la mémoire vivante et c'est un peu l'âme aussi de la FPJQ. Moi, en 10 ans au CA de la FPJQ, je me souviens pas d'une fois où Claude a été malade ou Claude a été absent. Claude a toujours été là. C'est un increvable, en quelque part, à la tâche.
Écoute, moi, ma grande crainte quand j'étais président, je pense que tous les présidents de la FPJQ ont eu cette crainte-là, c'est de dire un jour, quelqu'un va venir nous le voler. Il est au milieu de la route de bicycle, tout le monde dans la profession le connaît. C'est d'abord et avant tout un gars qui a des instincts de journaliste. Il aurait été, je pense, dans certaines fonctions journalistiques, il aurait été un affectateur extraordinaire, par exemple. Moi, je m'étais toujours dit qu'on allait se le faire piquer un jour. C'est bien fun pour la FPJQ qu'ils aient eu Claude, mais je trouve qu'on s'est quand même privé d'un excellent journaliste, puis d'une plume extraordinaire. J'ai jamais eu l'impression que c'était un... Comme on dit souvent, les journalistes sont des écrivains ratés, mais Claude n'est pas un journaliste raté, ça je pense pas, parce que je pense qu'il voit le journalisme plus comme quelque chose de macro, d'un point de vue un peu sociologique. Et cette position à la FPJQ lui permet justement de vivre cette vision, si on peut dire, de la façon la plus enrichissante qui soit. Et c'est vraiment quelqu'un qui s'intéresse à l'évolution du journalisme en tant qu'objet social, je pense. Si partait, qu'est-ce qui arriverait d'après toi à la fédération? Une grande panique. Il faudra le cloner. Il faudra le cloner avant qu'il parte. Un jour, il va peut-être penser à la retraite et j'espère que ça va être le plus tard possible. Il est très en forme parce que c'est avec son grand amour du vélo le garde en forme. Mais un jour, je pense qu'il va falloir commencer à penser à former quelqu'un. Il ne faudra pas que Claude parte et que quelqu'un le remplace comme ça. Puis je pense que le rôle est trop important. Il va falloir que ce soit quelqu'un qui a été entraîné par Claude sur une assez longue période pour assurer une continuité. Parce que le monde dans lequel on évolue change aussi. Alors c'est très, très important d'avoir quelqu'un qui a cette pensée profonde sur le rôle de l'information. Bravo, grand-papa.